Vous n'êtes qu'un insecte, Léo, un parasite. Regardez-moi cette tâche. Sur un investisseur à 50 millions d'euros. Vous êtes viré. La voix de Chloé Dubois, tranchante comme une lame de rasoir, déchira l'atmosphère feutrée de la soirée. Sous les lustres en cristal d'un palace parisien, devant des centaines de téléphones qui filmaient la scène en direct pour Instagram, un homme venait de voir sa vie s'effondrer pour une seule goutte de champagne. Mais avant de plonger dans cette histoire incroyable, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton J'aime et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à notre famille grandissante d'amateurs d'histoire. Votre soutien est la seule chose qui nous permet de continuer à créer ce contenu pour vous. Et maintenant, une petite tradition que j'adore. Dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo pour que je puisse vous envoyer un salut spécial dans ma prochaine histoire. J'aime savoir où notre belle communauté se trouve. De Paris à Montréal, de Bruxelles à Dakar, bienvenue à tous. L'histoire commence au sommet du monde, ou du moins au sommet de Paris. Chloé Dubois était la définition même du succès. À seulement 32 ans, elle était la directrice générale de la marque de luxe Éclat, un empire de parfums et de cosmétiques qu'elle avait hérité de son père et transformé en un géant mondial. Ce soir-là, elle lançait son nouveau parfum, Orage, et le tout Paris était là pour l'admirer. Vêtue d'une robe en soie qui semblait tissée de lumière, elle était une reine de glace, belle, puissante et absolument impitoyable. Chaque personne dans la salle la craignait ou voulait être elle. Son pouvoir n'était pas seulement dans sa fortune, mais dans sa capacité à construire ou à détruire une réputation d'un seul mot. Et puis, il y avait Léo Martin, son assistant personnel, l'ombre qui suivait la lumière. Depuis 3 ans, Léo était l'homme invisible qui rendait la vie parfaite de Chloé possible. Il gérait son agenda à la seconde près, se souvenait des allergies alimentaires de ses clients et s'assurait que son café du matin n'était jamais trop chaud ou trop froid. Il était discret, efficace et totalement dévoué. Il endurait les humiliations quotidiennes de Chloé en silence, serrant les dents, car il avait une raison plus forte que sa propre fierté. Chaque euro de son maigre salaire était envoyé directement à une petite maison de repos en province, où sa mère se battait contre une longue maladie. Pour elle, il était prêt à tout supporter. Il pensait que la loyauté et le travail acharné finiraient par payer. Il avait tort. Le drame s'est produit en une fraction de seconde. Chloé était en pleine conversation avec M. Renaud, un investisseur suisse dont la signature pouvait doubler la valeur de l'entreprise. Léo se précipitait pour lui apporter un document urgent, naviguant à travers la foule dense. C'est alors qu'un invité, le dos tourné, fit un pas en arrière et le bouscula violemment. Le plateau que Léo tenait avec une flûte de champagne vacilla. Une seule, minuscule goutte dorée s'échappa et atterrit sur la manche immaculée du costume de l'investisseur. Un silence glacial tomba sur le groupe. Léo, le visage blême, commença à bafouiller des excuses. « Je suis terriblement désolé, monsieur, c'est un accident, je… » Il n'a jamais pu finir sa phrase. Le visage de Chloé se transforma. Son sourire commercial s'effaça pour laisser place à un masque de fureur pure. « Un accident », siffla-t-elle, sa voix basse mais portant plus que les cris. « L'incompétence n'est pas un accident, c'est un choix. Vous êtes un choix que je regrette. » Puis, elle éleva la voix pour que toute la salle puisse entendre, savourant chaque syllabe de son humiliation publique. C'est là qu'elle prononça les mots qui déclenchèrent une tempête de flashs et de vidéos. « Vous n'êtes pas qu'un insecte, Léo, un parasite. Vous êtes viré. » Elle claqua des doigts. « Sécurité. Sortez-moi cette chose de ma vue, immédiatement. » 2 gardes en costume noir s'avancèrent et saisirent Léo par les bras. Il ne résista pas. Son corps était paralysé par le choc et la honte. Alors qu'il le traînait vers la sortie comme un criminel, il pouvait voir des dizaines de visages le fixer, certains avec pitié, d'autres avec un mépris amusé. Mais surtout, il voyait les smartphones, tous pointés sur lui, enregistrant sa chute pour la postérité numérique. Son visage en feu,
Les larmes brûlant ses yeux, il entendit une dernière fois la voix de Chloé, déjà retournée vers son investisseur en riant. « Ne vous inquiétez pas, les déchets ont été sortis. » La lourde porte du palace se referma derrière lui, le jetant dans la nuit froide et pluvieuse de Paris. Sa carrière était finie, sa réputation détruite. L'argent pour sa mère allait s'arrêter. Il s'appuya contre le mur froid, le souffle coupé par le désespoir, et laissa une larme rouler sur sa joue. Mais alors, quelque chose d'étrange se produisit. Dans l'ombre, loin des lumières cruelles de la fête, le visage de Léo changea. La tristesse s'effaça. Le désespoir disparut. À leur place, une lueur glaciale s'alluma dans ses yeux. Un sourire fin, presque invisible, se dessina sur ses lèvres. Il sortit lentement son téléphone de sa poche, ignora les notifications de son licenciement et ouvrit une application sécurisée. Il tapa un simple message à un contact non identifié. Phase 1 terminée. Elle a mordu à l'hameçon. Il releva la tête, son regard fixé sur la fenêtre illuminée où Chloé célébrait son triomphe. Mais ce que Chloé Dubois, reine arrogante de son empire de verre, ignorait totalement, c'est que la petite souris qu'elle venait d'écraser n'était pas une victime, c'était un piège. Et elle venait de marcher dedans. Pendant que Léo envoyait son message crypté dans la nuit parisienne, Chloé Dubois trinquait à sa propre gloire. Le champagne coulait à flots et l'incident avec son assistant était déjà oublié, balayé comme une poussière insignifiante sur sa robe parfaite. Elle riait avec Bastien, son directeur financier, un homme au sourire charmeur, mais aux yeux froids comme l'acier. « Tu as bien fait de le virer ?» lui dit-il en lui remplissant sa coupe. Ce genre de personne n'a pas sa place dans notre monde. Il faut savoir couper les branches mortes pour que l'arbre grandisse. Chloé hocha la tête, savourant la flatterie. Elle ne voyait pas le regard rapide et complice que Bastien échangea avec Sophie, sa meilleure amie, qui se tenait juste derrière elle. Un regard qui disait « Le plan fonctionne à merveille ». Pour eux, Léo n'était qu'une pièce sacrifiable sur l'échiquier, et leur partie ne faisait que commencer. Le lendemain matin, la réalité frappa Léo avec la violence d'un coup de poing. Il se réveilla dans son minuscule studio du 20e arrondissement, le ventre vide et le cœur lourd. La première chose qu'il vit fut la notification de sa banque sur son téléphone. Son dernier salaire, qu'il attendait désespérément, n'avait pas été versé. Un message sec du service des ressources humaines de Éclat l'informa que son paiement était suspendu en attente d'une enquête sur les dommages causés à l'image de l'entreprise. C'était un mensonge, une cruauté pure et simple. Il essaya d'appeler Chloé, puis le service comptabilité, mais ses numéros étaient déjà bloqués. Il était coupé du monde qu'il avait servi pendant 3 ans. La panique commença à monter dans sa gorge. Sans cet argent, il ne pouvait pas payer le loyer, et pire encore, il ne pouvait pas payer les soins de sa mère. Pendant ce temps, à l'autre bout de Paris, Chloé commençait sa journée dans son penthouse avec vue sur la tour Eiffel. Elle sirotait son café en parcourant les stories Instagram de la veille. Des dizaines de vidéos montraient l'humiliation de Léo avec des légendes moqueuses. Elle sourit, satisfaite. C'était une bonne leçon pour tous ceux qui oseraient la décevoir. C'est alors que son téléphone sonna. C'était Bastien, sa voix anormalement tendue. « Chloé, nous avons un problème, un énorme problème. La transaction avec les Suisses a été annulée. Monsieur Renaud s'est retiré. » Chloé faillit laisser tomber sa tasse. Quoi? Pourquoi? À cause de cette stupide tache de champagne. Bastien hésita une seconde de trop. Non, c'est plus grave. Il semble qu'il y ait eu une fuite de données confidentielles. Des informations sur notre nouvelle formule ont été envoyées à notre principal concurrent depuis ton ordinateur personnel, hier soir, pendant la fête. Chloé sentit le sol se dérober sous ses pieds. Impossible. Mon ordinateur était dans mon bureau, verrouillé. Elle se précipita vers son bureau, le cœur battant à tout rompre. Tout semblait normal. Mais lorsqu'elle essaya d'accéder au serveur de l'entreprise, un message s'afficha. Accès refusé. Vos identifiants ont été révoqués. Elle était enfermée dehors, exclue de sa propre entreprise.
En proie à une rage froide, elle se mit à fouiller frénétiquement le bureau vide de Léo, comme si elle cherchait un coupable. Elle vida les tiroirs, jeta les papiers au sol. C'était absurde, Léo était trop stupide pour orchestrer une telle chose. Alors qu'elle allait abandonner, sa main heurta quelque chose de petit, collé sous le dernier tiroir avec un morceau de ruban adhésif. C'était une minuscule clé USB, si petite qu'elle ressemblait à un simple porte-clés fantaisie. Une vague de suspicion la submergea. Et si l'idiot n'était pas si idiot que ça? De son côté, Léo était au bord du désespoir. Il avait passé la matinée à appeler des agences d'intérim, mais la vidéo de son licenciement était devenue si virale que personne ne voulait l'embaucher. Son nom était devenu synonyme d'incompétence. Le coup de grâce arriva sous la forme d'un appel de la maison de repos. La directrice, d'une voix pleine de fausse compassion, lui annonça que sans le paiement de la semaine, il serait obligé de transférer sa mère dans un hôpital public. Léo savait ce que cela signifiait, des soins de moins bonne qualité, un environnement impersonnel, un risque pour sa santé fragile. « Je vous en supplie, donnez-moi juste 48 heures, plaida-t-il, sa voix brisée. Je trouverai l'argent. Il raccrocha, les mains tremblantes. Il devait faire quelque chose, n'importe quoi. Il se souvint alors d'un détail. Il y a quelques mois, en rangeant le bureau de Chloé, il avait trouvé un vieux carnet de notes qu'elle pensait avoir perdu. Par curiosité, il l'avait gardé. Il ne savait pas pourquoi, c'était juste une intuition. Il se précipita vers la boîte où il gardait ses quelques souvenirs et sortit le carnet. C'était un journal intime datant de l'époque où le père de Chloé dirigeait encore l'entreprise. En le feuilletant, il tomba sur une page qui attira son attention. Il y avait une liste de noms et à côté de chacun, des montants en euros. Le nom de Bastien était là, avec une somme énorme à côté. Mais ce qui le glaça, c'était la note écrite en bas de la page, d'une écriture rageuse qui n'était pas celle du père de Chloé. C'était l'écriture de Chloé elle-même. La phrase disait « Bastien sait tout pour l'accident. Il me tient. Je dois le payer pour qu'il se taise. » Un accident. Quel accident? Léo sentit un frisson parcourir son échine. Il ne comprenait pas tout, mais il sentait qu'il venait de tomber sur un secret sombre et dangereux. Un secret qui pourrait peut-être tout changer. Au même moment, dans son luxueux bureau, Bastien regardait les cours de la bourse sur son écran. L'action Éclat avait chuté de 20% depuis l'annonce de la fuite de données. Il sourit. Il composa un numéro. « Sophie, c'est moi. » Elle a trouvé la clé USB comme prévu. Maintenant, passe à l'étape suivante. Fais en sorte qu'elle se sente complètement seule. De l'autre côté de la ville, Léo, le carnet à la main, prit une décision. Il ne pouvait plus être une victime. Il devait comprendre. Il se souvint que Chloé utilisait toujours le même mot de passe simple pour ses vieux appareils, le nom de son premier poney. Il sortit un vieil ordinateur portable qu'il avait réparé, un modèle que Chloé lui avait ordonné de jeter des mois plus tôt et qu'il avait secrètement gardé. Il le brancha. Il ne savait pas ce qu'il cherchait, mais il savait que la réponse était là, quelque part dans le passé numérique de Chloé. Il tapa le mot de passe. L'écran s'illumina, révélant des dizaines de fichiers cachés. Mais c'est un dossier en particulier, nommé simplement Papa, qui attira son regard. Il clique dessus. Ce qu'il vit sur cet écran allait non seulement changer sa vie pour toujours, mais aussi lui donner les clés de sa vengeance. Le dossier Papa s'ouvrit, révélant un labyrinthe de sous-dossiers et de fichiers cryptés. Mais un seul document était accessible, un fichier vidéo portant la date de la nuit de la mort du père de Chloé, officiellement décédé d'une crise cardiaque. Le cœur de Léo battait à tout rompre tandis qu'il double-cliquait dessus. La vidéo se lança. C'était un enregistrement tremblant, probablement fait avec un téléphone, montrant le bureau du père de Chloé. On y voyait l'homme, plus âgé, en pleine dispute avec un jeune Bastien. « Tu ne peux pas faire ça, Bastien. C'est du vol. Tu vas ruiner l'entreprise, » criait le vieil homme. Bastien riait. « C'est trop tard. Chloé a déjà signé. Elle est aussi impliquée que moi. » Soudain, le père de Chloé s'effondra,
la main sur sa poitrine. Bastien ne bougea pas. Il le regarda agoniser au sol, puis se pencha, prit un document sur le bureau et sortit de la pièce en laissant l'homme mourir. Léo resta figé, le souffle coupé. Ce n'était pas une crise cardiaque, c'était un meurtre par omission. Et Chloé était complice. La note dans le carnet prenait alors tout son sens. Bastien sait tout pour l'accident. Il me tient. Ce n'était pas un accident, c'était un secret qui liait Chloé à son bourreau. Une vague de nausée submergea Léo, suivie d'une colère froide et pure. Il ne s'agissait plus seulement de son licenciement ou de l'argent pour sa mère. Il s'agissait de justice. Il copia immédiatement la vidéo sur une clé USB sécurisée. Il comprit que la fuite de données et son humiliation n'étaient que des manœuvres de Bastien pour écarter Chloé et prendre le contrôle total de Éclat. Il avait utilisé Léo comme un pion, mais il avait commis une erreur fatale. Il avait sous-estimé sa détermination. À cet instant, Léo cessa d'être une victime. Il devint un chasseur. Son petit studio devint son quartier général. Il acheta une carte SIM prépayée et créa une nouvelle adresse e-mail anonyme. Il savait qu'il devait rassembler plus de preuves, des preuves irréfutables qui lieraient Bastien et Sophie non seulement à la conspiration actuelle, mais aussi au passé. Pendant ce temps, Bastien et Sophie célébraient leur victoire imminente. Ils s'étaient installés dans le bureau de Chloé, buvant son champagne le plus cher. Le conseil d'administration est de notre côté, dit Bastien en postant une story sur Instagram où on le voyait assis dans le fauteuil de PDG, avec la légende « Un nouveau chapitre pour Éclat ». Sophie, allongée sur le canapé, riait aux éclats. Elle doit être en train de pleurer dans un coin, j'ai bloqué son numéro, tous ses amis l'ont fait. Leur arrogance les rendait imprudents. Ils ne se doutaient pas que chaque poste, chaque message était désormais scruté. Léo, depuis son ordinateur, faisait des captures d'écran de tout. Il documentait leur train de vie luxueux, payé avec l'argent de l'entreprise, pendant que Chloé était isolée et sans ressources. Il avait besoin de montrer le contraste, l'injustice flagrante. Le plan de Léo était simple, mais risqué. Il devait se rapprocher d'eux sans être vu. Il se souvint d'un vieux service de livraison de repas gastronomiques que Chloé utilisait. Un service si exclusif que les livreurs entraient par une porte de service et montaient directement aux étages de la direction. Il se fit passer pour un nouvel employé du service et réussit à obtenir une mission de livraison pour le bureau de Éclat. Le jour J, déguisé avec une casquette et des lunettes, il se présenta à l'accueil. Personne ne le reconnut. Il monta dans l'ascenseur de service, le cœur battant. Avant d'entrer dans le bureau, il activa l'enregistreur audio de son téléphone, qu'il glissa dans la poche de sa chemise. Il entra. Bastien et Sophie étaient là, en pleine conversation. Une fois que le conseil aura voté la destitution de Chloé, je vendrai l'entreprise aux Chinois, disait Bastien. Et nous partirons aux Bahamas, avec nos 50 millions chacun. Sophie gloussa. Et Chloé, qu'est-ce qu'on fait d'elle? La réponse de Bastien glaça le sang de Léo. On s'assurera qu'elle soit internée. Avec les faux documents médicaux que j'ai préparés, tout le monde la croira folle. Elle finira ses jours dans un asile et personne n'écoutera jamais ses histoires. Léo posa le repas sur la table, les mains tremblantes, et sortit sans un mot. Il avait tout. L'enregistrement était parfait. De retour dans son studio, Léo sentit une lueur d'espoir. Mais il savait que ce n'était pas encore suffisant. Il avait besoin d'un allié, quelqu'un à l'intérieur. Il pensa à Hélène, la vieille secrétaire du père de Chloé, que Chloé avait mise à la retraite anticipée dès qu'elle avait pris le pouvoir. Hélène avait toujours été gentille avec lui. Il la retrouva dans un petit café de Montmartre. Au début, elle était méfiante. Mais quand Léo lui montra un extrait de la vidéo de la mort de son ancien patron, ses yeux s'emplirent de larmes et de fureur. « Je savais que quelque chose n'allait pas », murmura-t-elle. « Ce monstre. Bastien. Il a toujours été un serpent. » Hélène accepta de l'aider.
Elle avait encore des contacts au sein de l'entreprise, des employés fidèles à l'ancienne direction. Elle lui promit de lui obtenir des copies des transactions bancaires suspectes de Bastien. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités clandestines. Hélène, utilisant ses anciens accès, envoya à Léo des documents cryptés, des relevés bancaires montrant des virements de plusieurs millions d'euros de éclat vers des sociétés écrans aux îles Caïmans, toutes liées dans un Bastien. Elle lui envoya aussi des captures d'écran de conversations WhatsApp entre Bastien et le conseil d'administration, où il manipulait les chiffres pour faire croire que l'entreprise était au bord de la faillite, sous la direction de Chloé. Chaque pièce du puzzle s'emboîtait. Léo organisait toutes les preuves dans des dossiers numériques, créant une chronologie implacable de la trahison. Il avait les motifs, les moyens et maintenant les preuves financières. Il ne lui manquait qu'une chose, le coup de grâce. La chance lui sourit de la manière la plus inattendue. Un soir, alors qu'il surveillait le profil Instagram de Sophie, il la vit poster une vidéo en direct depuis un restaurant chic. Elle était ivre et se vantait. « À notre succès », disait-elle en levant son verre vers Bastien qui était assis en face d'elle. À la chute de la reine Chloé, elle n'a jamais su que j'ai gardé une copie de la clé de son coffre-fort personnel. C'est moi qui ai pris les documents originaux de l'accord avec les Suisses pour les donner à Bastien. Elle riait, inconsciente du fait que des milliers de personnes, y compris Léo, regardaient. Léo enregistra l'écran de son téléphone. C'était l'aveu final, la preuve ultime de la conspiration. Il avait maintenant la vidéo du meurtre, l'enregistrement audio du plan, les preuves financières de la fraude et les aveux publics de la complice. Il avait tout ce qu'il fallait pour les détruire. Il regarda par la fenêtre la tour éclat qui brillait dans la nuit. Leur règne était terminé. Ils ne le savaient pas encore, mais le moment de la vérité approchait à grands pas. Alors que Léo possédait désormais un arsenal de preuves capable de raser l'empire de Bastien, le destin lui réservait une dernière épreuve, une humiliation si profonde qu'elle aurait pu briser n'importe qui d'autre. Mais Léo n'était plus n'importe qui. Chaque insulte, chaque coup bas ne faisait qu'alimenter le feu glacial de sa détermination. Le conseil d'administration de Éclat avait finalement convoqué une réunion extraordinaire pour voter la destitution officielle de Chloé et nommer Bastien au poste de PDG. Bastien, ivre de son succès imminent, décida de porter le coup de grâce à celui qu'il considérait comme un insecte insignifiant. Il envoya 2 hommes de main, des brutes en costume bon marché, au petit studio de Léo. Ils défoncèrent la porte sans préavis. Léo, qui était en train de télécharger la dernière preuve sur un serveur cloud sécurisé, se retrouva projeté contre le mur. « Bastien t'envoie un message », grogna l'un des hommes en attrapant le vieil ordinateur portable. Il dit que les rats ne devraient pas jouer avec les ordinateurs. Sous les yeux de Léo, l'homme fracassa l'ordinateur au sol, le réduisant en un tas de plastique et de métal. Il retournerait son petit appartement, jetant ses quelques affaires par terre, déchirant ses livres. « Et ça, c'est pour que tu n'oublies pas ta place », dit le second homme en lui jetant une enveloppe au visage. Léo l'ouvrit. À l'intérieur, une ordonnance d'expulsion. Bastien avait racheté l'immeuble et le mettait à la rue. Il avait 24 heures pour partir. Les hommes partirent en riant, laissant Léo au milieu des ruines de sa vie. Il s'agenouilla, ramassant les morceaux de l'ordinateur. N'importe qui d'autre aurait pleuré, hurlé de rage. Mais Léo resta calme. Un léger sourire flotta sur ses lèvres. Ils avaient détruit la machine, mais ils ne savaient pas que les données, les preuves, étaient déjà en sécurité, dupliquées dans le cloud sur plusieurs clés USB cachées et entre les mains de son allié, Hélène. Il pensait à l'avoir brisée, mais il venait de lui donner la motivation finale. Le lendemain matin, alors que Léo emballait ses quelques affaires dans un carton, son téléphone sonna. C'était la directrice de la maison de repos. Sa voix était dure, sans aucune pitié. « Monsieur Martin, le délai est écoulé. Nous avons commencé les procédures pour transférer votre mère. Une ambulance viendra la chercher dans 1 heure. » Le cœur de Léo se serra.
C'était le coup le plus cruel de tous. Il savait que Bastien était derrière ça, qu'il avait dû faire pression sur l'établissement. S'il vous plaît, non, attendez. Mais la directrice avait déjà raccroché. C'était le moment le plus sombre. Assis sur le sol de son appartement vide, sans argent, sans maison, et sur le point de voir sa mère souffrir à cause de lui, le désespoir menaça de l'engloutir. Il ferma les yeux, et l'image de sa mère, souriante avant la maladie, lui apparut. Il serre les poings. Non, pas aujourd'hui. Il ne les laisserait pas gagner. C'est à ce moment précis que son téléphone vibra. C'était un message d'Hélène. C'est fait. J'ai envoyé les invitations. Ils ont tous confirmé leur présence. Le piège est prêt. Léo se leva. Il enfila sa seule chemise propre, celle qu'il gardait pour les grandes occasions. Il regarda son reflet dans un éclat de miroir brisé au sol. Il ne voyait plus un assistant timide et humilié. Il voyait un homme qui n'avait plus rien à perdre et tout à gagner. Il sortit de l'appartement pour la dernière fois, laissant la clé sur la porte. Il n'allait pas se battre pour récupérer son studio. Il allait se battre pour récupérer sa dignité et bien plus encore. Pendant ce temps, Chloé était au plus bas. Isolée, sans argent, elle avait dû vendre ses derniers bijoux pour payer une chambre dans un hôtel miteux de la banlieue. Les faux documents médicaux que Bastien avait fait fuiter avaient not fait leur effet. Même sa propre mère, manipulée par Sophie, refusait de lui parler, la croyant folle. Elle passait ses journées à regarder les nouvelles, voyant Bastien parader comme le sauveur de Éclat. Elle était brisée, convaincue que sa vie était finie. C'est alors qu'elle reçut un email d'une adresse inconnue. L'objet était simple. La vérité sur votre père. Intriguée, elle l'ouvrit. À l'intérieur, un seul fichier vidéo était attaché, sans aucun texte. C'était la vidéo que Léo avait trouvée. Elle la regarda et son monde s'effondra une seconde fois. Elle vit la trahison de Bastien, la mort de son père, et comprit l'ampleur du chantage dont elle avait été victime pendant des années. Des larmes de rage et de chagrin coulèrent sur ses joues. Elle avait détesté Léo, l'avait humilié alors qu'il était le seul à chercher la vérité. Un secondo email arriva. Rendez-vous à l'hôtel Le Bristol, salon Castellane, à 15 heures. Votre rédemption vous y attend. Ne parlez à personne. L'heure de la confrontation approchait. Hélène avait utilisé l'ancien carnet d'adresses du père de Chloé pour inviter les journalistes les plus influents de Paris ainsi que les membres les plus respectés du monde des affaires à une conférence de presse exclusive concernant l'avenir de Éclat. Elle avait laissé entendre qu'un scandale financier majeur allait être révélé. L'appât était trop gros pour être ignoré. De son côté, Bastien, se croyant intouchable, avait organisé une grande fête dans ce même salon, au même moment, pour célébrer sa nomination officielle. Il avait invité tout le conseil d'administration, ses complices et bien sûr Sophie. Il voulait que sa victoire soit publique et éclatante. Il ne savait pas qu'il se dirigeait droit dans une embuscade parfaitement orchestrée. Léo arriva le premier au Bristol. Il n'entra pas par la grande porte, mais par les cuisines, où un ancien collègue lui devait une faveur. Il rejoignit Hélène dans une petite salle de contrôle qui surplombait le salon Castellane. De là, ils avaient accès à l'immense écran mural et au système de sonorisation. Tout était en place. Hélène posa une main sur l'épaule de Léo. « Tu es prêt ?» Léo regarda à travers la vitre sans teint. Il voyait Bastien entrer dans le salon, saluant les invités, serrant des mains, son visage rayonnant de triomphe. Il voyait Sophie, pendue à son bras, portant un collier qui avait appartenu à la mère de Chloé. La colère monta en lui, mais il la maîtrisa. Ce n'était plus le moment des émotions, c'était le moment de la stratégie. Il sortit son téléphone et envoya un dernier message à l'ambulance qui devait chercher sa mère. C'était un lien vers un virement bancaire, couvrant les frais pour les 6 prochains mois, effectué depuis un compte qu'Hélène l'avait aidé à ouvrir. Puis il regarda Hélène et hocha la tête. « Je suis né prêt. » Il prit une profonde inspiration. Demain, il n'allait pas seulement apprendre qui il était vraiment. Demain, le masque de tout un monde de mensonges et de corruption
allait enfin tomber en direct devant des millions de personnes. Dans la petite salle de contrôle surplombant le luxueux salon Castellane, l'air était électrique. Léo et Hélène se tenaient côte à côte, leurs visages illuminés par la lueur bleutée des moniteurs. En bas, la fête de Bastien battait son plein. C'était un spectacle d'arrogance et d'excès. Le champagne, le même qui avait causé la chute de Léo, coulait à flots. Bastien, au centre de l'attention, riait fort, acceptant les félicitations des membres du conseil d'administration qui l'avaient trompé. Sophie, à ses côtés, prenait des selfies pour sa story Instagram, ajoutant des filtres scintillants à leur triomphe mal acquis. Ils étaient au sommet de leur monde, inconscients du fait qu'ils n'étaient que des acteurs sur une scène dont ils ne contrôlaient plus le script. Léo, lui, était d'un calme olympien. Il cliquait méthodiquement sur son ordinateur portable, vérifiant une dernière fois les fichiers. Chaque preuve était numérotée, classée et prête à être projetée. La vidéo du père de Chloé, l'enregistrement audio de la conversation sur l'internement, les relevés bancaires des îles Caïmans, la vidéo en direct de Sophie avouant le vol des documents. Tout était là. Un puzzle mortel prêt à être assemblé sous les yeux du monde entier. Hélène, de son côté, coordonnait les dernières étapes avec leurs alliés via une messagerie sécurisée. Le journaliste est en place, il se fait passer pour un critique gastronomique, tape-t-elle. L'avocat a reçu le dossier complet et attend notre signal pour contacter le procureur. Les membres fidèles du conseil sont dans la salle, prêts à demander un vote de défiance. Chaque message qui arrivait était une confirmation que leur armée silencieuse était prête. Le plan était d'une précision chirurgicale. Ils allaient laisser Bastien commencer son discours de victoire. Au moment où il serait au sommet de sa gloire, Léo lancerait la première vidéo sur l'écran géant derrière lui. Puis, une à une, les preuves s'enchaîneraient, ne lui laissant aucune échappatoire. La fête se transformerait en tribunal et le public serait le jury. Pendant ce temps, Bastien, dans son excès de confiance, était sur le point de commettre sa dernière et plus grande erreur. Il monta sur la petite estrade, un micro à la main. « Mes amis, mes chers collègues », commença-t-il, son sourire carnassier brillant sous les projecteurs. « Aujourd'hui, nous tournons une page sombre de l'histoire de Éclat. Nous nous débarrassons de la gestion incompétente et erratique de Chloé Dubois pour entrer dans une nouvelle ère de prospérité. » La salle applaudit. Il savoura l'instant, puis ajouta avec une cruauté calculée « Certains diront que nos méthodes ont été dures. » Comme le licenciement de son petit assistant. Léo, je crois. Mais parfois, il faut savoir écraser les insectes pour garder la maison propre. Des rires fusèrent dans l'assemblée. En haut, dans la salle de contrôle, Léo ne scia pas. Il enregistrait chaque mot, c'était parfait. Bastien venait de lui fournir l'introduction idéale pour son spectacle. Il ne se doutait pas que Chloé était déjà dans l'hôtel. Elle avait suivi les instructions de l'email anonyme et attendait dans une suite voisine. Elle avait regardé la vidéo de son père en boucle, chaque visionnage renforçant sa résolution. La douleur avait laissé place à une rage froide. Elle n'était plus la reine de glace arrogante, ni la victime brisée. Elle était la fille d'un homme assassiné, et elle allait réclamer justice. Un groom lui apporta une boîte. À l'intérieur, une simple robe noire et une note. La force n'est pas dans ce que vous portez, mais dans ce que vous défendez. Soyez prête. Un ami. Elle comprit. C'était l'heure. Le plan de Léo ne se limitait pas à une simple projection de vidéo. Il avait prévu un final spectaculaire. Hélène avait contacté un technicien de l'hôtel, un vieil ami de son mari, qui avait accepté de leur donner le contrôle total des lumières et du système de verrouillage des portes du salon. Au moment clé, le salon Castellane deviendrait une prison dorée. Personne ne pourrait entrer ou sortir avant la fin. Dans la salle, Bastien continuait son discours. Et pour couronner cette nouvelle ère, j'ai une annonce de la plus haute importance. J'ai négocié la vente de Éclat à un conglomérat international. L'accord sera signé demain matin. C'est une victoire pour nous tous. Un murmure parcourut la salle.
Vendre Éclat, le joyau de l'industrie française. C'était une trahison de l'héritage de la famille Dubois. Les quelques membres du conseil fidèles à l'ancienne direction échangèrent des regards horrifiés. C'était encore pire que ce qu'ils avaient imaginé. Léo sourit. Bastien venait de signer son propre arrêt de mort. Il avait non seulement avoué son intention de démanteler l'entreprise, mais il l'avait fait devant les journalistes les plus puissants de Paris. L'enregistrement tournait toujours. Léo jeta un dernier regard à ses écrans. Il revit en une fraction de seconde les 3 dernières années de sa vie. Les humiliations silencieuses, les heures supplémentaires non payées, le mépris constant dans les yeux de Chloé, la peur pour la santé de sa mère. Il pensa à la porte de son studio défoncé, à son ordinateur brisé, à la menace d'expulsion. Toute cette souffrance, toute cette injustice allait être vengée dans les prochaines minutes. Il n'y avait plus de peur, plus de doute, seulement une certitude absolue. Il se tourna vers Hélène. « C'est l'heure. » Hélène hocha la tête, ses yeux brillants d'une lueur combative. Elle envoya un dernier message à tous leurs alliés. « Maintenant. » Léo posa son doigt sur la souris, le curseur planant au-dessus du fichier Papa Vidéo Final MP4. En bas, Bastien levait sa coupe de champagne. « À l'avenir, à notre avenir !» cria-t-il. La foule l'acclama. Dans quelques secondes, leur monde, construit sur des mensonges, l'avidité et la cruauté allaient s'écrouler. Il était temps de montrer la vérité au monde entier. Au moment précis où les lèvres de Bastien touchèrent sa coupe de champagne pour célébrer sa victoire, les lumières du salon Castellane s'éteignirent brusquement, plongeant la salle dans une obscurité quasi totale. Un cri de surprise parcourut l'assemblée. Seule l'estrade où se tenait Bastien resta éclairée par un unique projecteur, le piégeant comme un animal dans les phares d'une voiture. Puis, un bruit sec retentit. Le son des portes se verrouillant automatiquement. La fête venait de se transformer en une cage dorée. Un silence angoissé s'installa, brisé uniquement par la voix nerveuse de Bastien dans le micro. « Un petit problème technique, ne vous inquiétez pas. » Il n'eut pas le temps de finir. L'écran géant derrière lui s'alluma, non pas avec le logo de Éclat, mais avec le visage tremblant du père de Chloé, filmé quelques instants avant sa mort. La vidéo commença. La salle entière, silencieuse, regarda la scène se dérouler. La dispute, les accusations de vol, l'effondrement du vieil homme et l'image insoutenable de Bastien le regardant mourir avant de s'enfuir. Un murmure d'horreur traversa la foule. Bastien se retourna, le visage livide, la coupe de champagne glissant de ses doigts pour s'écraser au sol. « C'est un montage. C'est un faux. » balbutia-t-il, sa voix tremblant de panique. Mais personne ne l'écoutait. L'écran devint noir, puis la voix de Bastien elle-même emplit la salle, claire et nette. C'était l'enregistrement que Léo avait fait. On s'assurera qu'elle soit internée. Avec les faux documents médicaux, tout le monde la croira folle. Les membres du conseil d'administration se tournèrent vers Bastien, leur visage un mélange de stupéfaction et de dégoût. Sophie, à côté de lui, était blanche comme un linge. Elle essaya de se faufiler vers la sortie, mais les portes étaient closes. Le spectacle ne faisait que commencer. « Vous pensez que c'est tout ?» Une voix calme et puissante résonna dans les haut-parleurs. Ce n'était pas la voix de Bastien. C'était celle de Léo. Un second projecteur s'alluma, éclairant la petite salle de contrôle au-dessus. Derrière la vitre, on pouvait voir la silhouette de Léo, debout, regardant la scène d'en haut. L'assistant invisible, l'insecte qu'on écrase, était maintenant le maître du jeu. « Bastien aime les documents », continua la voix de Léo. « Alors, regardons quelques documents. » L'écran afficha alors les relevés bancaires des sociétés écrans aux îles Caïmans, avec des flèches rouges pointant vers les virements de plusieurs millions d'euros provenant des comptes de Éclat. Le nom de Bastien apparaissait en toutes lettres comme bénéficiaire. C'était la preuve irréfutable du pillage de l'entreprise. Bastien tenta de se précipiter hors de la scène,
mais deux gardes de sécurité, engagés par Hélène, lui barrèrent la route. Il était pris au piège. « Et n'oublions pas sa charmante complice », dit Léo, sa voix se faisant plus dure. L'écran afficha la story Instagram de Sophie, sa vidéo en direct où, ivre, elle se vantait d'avoir volé les documents dans le coffre-fort de Chloé. La Sophie de la vidéo riait aux éclats. La Sophie dans la salle, elle, s'effondra en larmes, cachant son visage dans ses mains. La foule la regardait avec un mépris glacial. C'est à ce moment que les lumières principales se rallumèrent. Au fond de la salle, une porte s'ouvrit. Chloé Dubois apparut. Vêtue de sa simple robe noire, elle n'avait plus l'arrogance d'une reine, mais la dignité d'une survivante. Elle avança lentement à travers la foule qui s'écartait sur son passage, comme la mer devant Moïse. Tous les yeux étaient rivés sur elle. Elle monta sur l'estrade et se plaça à côté de Bastien, qui la regardait avec des yeux fous de haine et de peur. Elle prit le micro qu'il avait laissé tomber. Pendant des années, commença-t-elle, sa voix vibrante d'une émotion contenue. Cet homme m'a tenue en otage avec le secret de la mort de mon père. Il m'a fait croire que j'étais complice de sa négligence. Il a utilisé ma peur pour piller l'entreprise que mon père a bâtie. Il a détruit des vies, y compris celle d'un homme innocent qu'il a utilisé comme un pion. Elle se tourna vers la salle de contrôle et son regard croisa celui de Léo. Pour la première fois, il n'y avait pas de mépris dans ses yeux, mais une profonde gratitude. Cet homme innocent, Léo Martin, que j'ai moi-même humilié, est celui qui a eu le courage de chercher la vérité. Il est celui qui nous a tous sauvés aujourd'hui. Un tonnerre d'applaudissements éclata dans la salle. Les journalistes, qui avaient compris qu'ils assistaient au scoop de l'année, mitraillaient la scène de flash. Leur téléphone diffusait tout en direct sur les réseaux sociaux. Le hashtag Justice pour éclat devint viral en quelques minutes. Bastien, réalisant que tout était perdu, fit un geste désespéré. Il se jeta sur Chloé, essayant de lui arracher le micro. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, Léo, qui était descendu en courant, s'interposa. Le petit assistant qu'il avait tant méprisé lui fit face, le regard dur comme le roc. « C'est fini, Bastien, » dit Léo, sa voix basse mais ferme. Les gardes maîtrisèrent Bastien, qui hurlait des menaces incohérentes. Au même moment, les portes principales s'ouvrirent en grand, laissant entrer non pas des invités, mais des policiers en uniforme, menés par un commissaire à qui l'avocat de Léo avait tout transmis. « Bastien Lecomte, Sophie Girard », dit le commissaire d'une voix forte. « Vous êtes en état d'arrestation pour fraude, abus de confiance et homicide par négligence. » Les menottes claquèrent aux poignets des deux complices. Alors qu'on les emmenait, Bastien se tourna une dernière fois vers Léo, le visage déformé par la haine. « Tu n'es qu'un moins que rien. Tu vas le payer. » Léo le regarda droit dans les yeux et répondit calmement. « Non, Bastien, c'est toi qui vas enfin payer. » La foule exultait. C'était une victoire totale, publique et sans appel. Chloé, les larmes aux yeux, se tourna vers Léo. « Je ne sais pas comment vous remercier et comment m'excuser. » Léo la regarda, et pour la première fois, il lui sourit. Pas le sourire calculé de sa vengeance, mais un sourire sincère. « Commencez par reconstruire ce que votre père a bâti, et rendez-lui justice. » La vérité avait enfin éclaté, et rien ne serait plus jamais comme avant. La justice était rendue, mais pour tous les protagonistes de cette histoire, ce n'était que le début d'un tout nouveau chapitre. Le scandale de l'hôtel Bristol, baptisé par la presse « l'affaire Éclat », explosa comme une bombe dans le paysage médiatique français et international. La vidéo du triomphe de Léo et de la chute de Bastien fut visionnée des dizaines de millions de fois en moins de 24 heures. Les réseaux sociaux s'embrasèrent. Le hashtag Justice pour Léo devint le plus populaire sur Twitter pendant une semaine. Des milliers de personnes partageaient leurs propres histoires d'injustice au travail, créant une vague de solidarité sans précédent. Pour Bastien et Sophie, la chute fut aussi rapide que brutale. Le procès fut une simple formalité. Les preuves accumulées par Léo étaient si accablantes qu'ils n'eurent aucune chance.
Bastien fut condamné à 15 ans de prison ferme pour fraude aggravée, abus de biens sociaux et homicide involontaire par négligence. Ses comptes aux îles Caïmans furent saisis et chaque centime volé fut restitué à Éclat. Sophie, pour sa complicité, écopa de 5 ans de prison, dont 2 avec sursis. Ruinés, abandonnés par tous ceux qu'ils avaient autrefois méprisés, ils disparurent dans l'anonymat et la honte. Leur monde de luxe et d'arrogance s'était évaporé, ne laissant que les murs froids d'une cellule de prison. Pour Chloé, le chemin fut celui de la rédemption. Profondément changée par l'épreuve, elle renonça à son poste de PDG. Lors d'une conférence de presse émouvante, elle présenta des excuses publiques à Léo et à tous les employés qu'elle avait maltraités. Elle annonça la création de la Fondation du Bois, financée par sa fortune personnelle, dédiée à la lutte contre le harcèlement en entreprise et à l'aide juridique pour les employés victimes d'abus. Elle se réconcilia avec sa mère et se consacra à honorer la mémoire de son père, non pas en dirigeant son entreprise, mais en réparant le mal qui avait été fait en son nom. Elle devint une avocate respectée des droits des travailleurs, sa voix portant d'autant plus qu'elle avait connu les deux côtés du pouvoir. Et Léo. Léo devint une légende. Refusant les offres de plusieurs millions d'euros pour raconter son histoire à Netflix, il choisit une voie différente. Le conseil d'administration de Éclat, purgé de ses membres corrompus, lui offrit à l'unanimité le poste de président-directeur général. Au début, il hésita, mais Hélène, qu'il nomma immédiatement à ses côtés comme conseillère spéciale, le convainquit. « Qui mieux que toi pour diriger cette entreprise avec intégrité ?» lui dit-elle. Léo accepta. Sa première décision en tant que PDG fut de mettre en place la charte éthique la plus stricte de France, garantissant des salaires équitables, le respect absolu des employés et une transparence totale. Il créa un fonds de soutien pour les familles des salariés en difficulté, s'assurant que plus personne n'ait à vivre la peur qu'il avait connue pour sa mère. Éclat, sous sa direction, ne fut plus seulement une marque de luxe, mais un modèle d'entreprise humaine. Les bénéfices triplèrent en 2 ans. La loyauté de ses employés devint sa plus grande force. Sa mère, dont la santé s'améliora spectaculairement grâce aux meilleurs soins que Léo pouvait désormais lui offrir, assista fièrement à la cérémonie où il fut nommé entrepreneur de l'année. 3 ans plus tard, le petit studio du 20e arrondissement n'était plus qu'un lointain souvenir. Léo vivait dans une belle maison avec un jardin, mais il n'avait pas changé. Il prenait toujours le métro pour aller travailler et connaissait le nom de chaque employé de son entreprise, de la femme de ménage au directeur marketing. Un jour, en rangeant de vieux cartons, il retrouva le morceau de miroir brisé dans lequel il avait vu son reflet le jour de son expulsion. Il le regarda et vit le même homme, mais avec des yeux qui ne reflétaient plus la peur, mais la sérénité et la force tranquille de celui qui a traversé la tempête et en est sorti plus grand. Cette histoire nous rappelle que la vérité finit toujours par triompher, même si le chemin est long et difficile. Elle nous enseigne qu'il ne faut jamais juger une personne sur son statut ou son apparence, car le plus grand des courages se cache parfois dans le cœur le plus humble. La patience, l'intelligence et la détermination sont des armes bien plus puissantes que l'arrogance et la cruauté. La justice n'est pas toujours rapide, mais elle finit toujours par arriver pour ceux qui se battent pour elle. Quelles leçons avez-vous tirées de ce récit? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons lire vos pensées et vos propres expériences. Et devinez quoi? Une autre histoire bouleversante arrive dans quelques jours, encore plus dramatique et inspirante que celle-ci. Alors, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être le premier à la découvrir dès sa mise en ligne. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide énormément à faire découvrir ces récits de justice à d'autres personnes qui en ont besoin. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Parfois, une seule histoire peut changer la perspective de quelqu'un sur la vie.
Merci infiniment d'avoir suivi ce voyage émotionnel avec nous. À très bientôt pour une nouvelle histoire.